Oui, OK. Et du, comment on saura que c'est bon? Encore une minute et ce sera bon. Tu vas nous donner le go? Oui. C'est normal que ce soit écrit, vous êtes dans une réunion d'entraînement. C'est écrit où? Au-dessus. Là, normalement, la session d'entraînement a pris fin et nous sommes live. On peut commencer. Nous sommes live? Mais ça apparaît toujours, hein? Là, c'est bon? Oui, ça a disparu. Bon. Ouais. Très bien. Nous pouvons commencer. OK. Bonjour à tous. OK. Voilà, bonjour encore, bonjour à tous à ce second webinaire des Bankers Club, dont je vais vous donner le programme tout à l'heure. Donc, moi, je m'appelle Tanyonga Kabeya, je suis le DG de l'institution de microfinance Baoba RDC et je serai votre modérateur pour la session d'aujourd'hui. Un petit rappel pour le bon déroulement de cet événement. Nous allons avoir un peu le programme de ce webinaire. Premièrement, on aura un petit mot de notre président, le président Madame Singa, des Bankers. Nous aurons plusieurs présentations. Aujourd'hui, nous aurons 3 présentations. Après les 3 présentations, il y aura une session de questions et réponses. Pendant les présentations, je vous prie, chers participants, de poser toutes vos questions dans l'onglet questions et réponses. Ces questions seront reprises pendant la session questions-réponses. Et si vous vous adressez une question à un intervenant particulier, il faut mettre aussi également les noms de l'intervenant à côté de votre question pour que lui puisse répondre à votre question. Donc, toutes les questions seront posées pendant la session questions et réponses. Pour commencer, aujourd'hui, nous allons des Bankers à réunir des experts autour d'un sujet avant-gardiste que vous connaissez tous, le leadership comme levier de différenciation dans le secteur bancaire. Avant d'entrer dans le but du sujet aujourd'hui, je me permets d'abord de demander à Madame Singa, qui est la présidente du Club des Bankers et qui a une longue expérience bancaire de plus de 20 ans dans plusieurs banques en RDC et qui est actuellement à la tête des cabinets conseil EMAC. Et en tant que présidente des Bankers, je vais lui demander de faire un petit mot par rapport à notre webinaire d'aujourd'hui. Madame Singa, présidente des Bankers, je te donne la parole pour faire un peu brièvement, parler un peu de la conférence d'aujourd'hui, avant on démarre les présentations avec chacun des panélistes d'aujourd'hui. Alors, félicité. Oui, merci pour la parole. Tu m'entends? Oui, on vous attend très bien. Okay. Donc, je disais donc que The Bankers Club a été créé en 2019, exactement au mois de mai, où il y a eu le lancement officiel.
Nous avons depuis cette date eu plusieurs conférences, soit en mode présentiel, soit en mode virtuel. En présentiel, en général, nous arrivions à rassembler plus ou moins entre 160 et 180 participants. Et puis, lors des conférences en virtuel, malheureusement, nous étions obligés de le faire également en période de forte pandémie et de confinement. L'objectif étant de se connecter, en fait, avec les acteurs, d'inspirer, si possible, de partager des expériences, également de former, d'informer et de former les acteurs de demain surtout, ceux qui évoluent dans le secteur financier et des assurances. Et cela, nous le faisons à travers des conférences, des séminaires, des rencontres, soit sous forme de breakfast meeting, soit sous forme de after work, soit sous forme de réunions formelles. Et cela pour contribuer tant soit peu au développement du secteur bancaire en RDC. Parmi les conférences qui ont eu lieu depuis la création de The Bankers, depuis 2 ans et demi exactement, nous avons eu à couvrir l'assurance, le métier d'aujourd'hui. Il a été développé lors de cette conférence les nouveaux produits et les services d'un marché embryonnaire, en fait, puisque l'assurance a été autorisée depuis 2 ans et demi. Ça a été l'occasion, en fait, d'analyser les perspectives et le développement du secteur des assurances en RDC. Ensuite, nous avons également vu les besoins des banques en matière d'assurance. Ici, il a été question de savoir si les deux métiers, entre les activités de la banque et les activités des assurances, évoluent en parallèle ou en complémentarité. Ensuite, nous avons eu à développer l'assurance emprunteur. Bien sûr, étant banquier, nous essayons de voir dans quelle mesure les compagnies d'assurance peuvent garantir les engagements que prennent les clients. Un sujet important également qui a été développé, c'était la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui a été très intéressant et enrichissant. Nous avons parcouru le cadre légal, réglementaire, et nous avons recherché quels sont les outils efficaces pour une meilleure traçabilité. Un autre point, c'était le respect de la conformité qui est en fait essentiel. Nous avons cherché à savoir quelles sont les dispositions appropriées en matière d'audit et de bonne gouvernance. Nous aurons l'occasion dans d'autres conférences de s'appuyer sur ce sujet qui est important, qui est de toute importance. Quelles sont les sanctions en fait en cas de non-conformité, les risques et les responsabilités des banques commerciales, que dit la Banque centrale, quel est le rôle de l'Association congolaise des banques également. Autre point important, ce sont les comptes correspondants à un prérequis pour le développement et le dénouement des transactions au niveau international dans le secteur bancaire. Nous avons à cette occasion évalué les enjeux, comment préserver les acquis, quel avenir les institutions financières opérant en RDC pouvaient avoir. Nous avons en 2020 clôturé en fait, l'année avec une soirée de gala qui était la première édition, qui a réuni un peu plus de 230 cadres du secteur financier et des assurances et qui a permis, grâce à une tombola, de récolter des fonds pour venir en aide à 2 orphelinats dans la ville de Kinshasa. Et ça, c'est dans le cadre de notre responsabilité sociale et environnementale. La première moitié de cette année, donc 2021, a été marquée par une nouvelle vague de la pandémie et donc le strict respect par le The Bankers Club des instructions de l'autorité de la ville de Kinshasa en matière de rassemblement et des gestes barrières, ce qui a limité un peu nos actions. Par contre, le 4e trimestre marque les dernières rencontres pour le club et à cette occasion, ça a été l'occasion plutôt, une fois de plus, de promouvoir les échanges sur les domaines d'actualité. Les intervenants de ce jour vont exposer et débattre sur les prérequis en matière, je ne dirais pas les prérequis, mais voir un peu qu'est-ce qu'on comprend de leadership, qu'attendons-nous d'un leader, etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque les intervenants vont en parler. Ce sont des thèmes d'actualité en effet très intéressants que j'invite les participants à suivre de près.
Parmi les conférences que nous avions eues précédemment, nous avons eu le concours de la Banque centrale, des établissements bancaires, compagnies d'assurance, et tout ceci pour le développement et l'enrichissement de tous. Nous vous proposons d'analyser ensemble aujourd'hui le contenu des exposés et de répondre aux différentes questions qui seront posées et qui méritent, je l'espère, des réponses pour tous. Je vous remercie. Je te repasse la parole, Kanyunga. Merci, Madame Singa. Voilà, chers participants, on revient à notre thème d'aujourd'hui, qui est le leadership comme levier de différenciation dans les secteurs financiers. Comme vous savez, de plus en plus dans le monde, les thèmes liés au leadership sont mis en avant et prônés comme élément clé pour une gestion d'une entreprise. Divers développements rendent de plus en plus incontournables ces tendances qui, à l'origine, étaient plutôt réservées aux entreprises anglo-saxonnes, des entreprises de type anglaises ou américaines, et qui étaient de moins en moins développées dans les pays francophones. D'une part, de nombreuses études démontrent que les générations entrant actuellement sur le marché du travail diffèrent fondamentalement des générations précédentes en termes d'attente de carrière. Ils sont plus exigeants. D'autre part, la pandémie a fait prendre conscience aux employés et employés l'importance d'avoir une véritable raison d'être. Lorsqu'on travaille, on doit avoir vraiment raison d'être et s'engager dans la vie de la société. Les cultures d'entreprise et approches de leadership doivent donc s'adapter à ces nouvelles donnes, en mettant véritablement l'humain au centre de la stratégie d'entreprise. Dans ce contexte, nous vous proposons de mener ensemble une réflexion autour des meilleures pratiques de leadership, à encourager, notamment dans les secteurs financiers, les secteurs qui nous intéressent aujourd'hui, pas seulement financiers, mais aussi les secteurs d'assurance. Un secteur en pleine mutation et dont les métiers sont appelés à se transformer. Pour aujourd'hui, nous avons un panel très, très riche, des gens qui ont beaucoup de compétences et qui peuvent nous partager leur vision par rapport au leadership. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Vincent Umba, qui est DG de Green Tech Assurance en RDC. Nous aurons également Madame Kadi Traoré, consultante senior. Elle est fondatrice et Chief Executive Officer des cabinets Bakaingia, j'espère que je prononce correctement. Elle est basée en Côte d'Ivoire, donc on aura vraiment la chance d'écouter un peu quelqu'un qui est au-delà de la RDC et qui peut éventuellement partager son expérience avec nous aujourd'hui sur le thème leadership. Et enfin, on aura aussi Madame Odette Fouta, qui a aussi une longue expérience dans la gestion des ressources humaines en RDC. Ce qui est bien, c'est qu'elle a elle a travaillé dans plusieurs secteurs. Elle était dans tout ce qui est brasserie, elle travaille dans le secteur financier. Maintenant, elle est directeur de ressources humaines chez Liquid Telecom. Elle a aussi cette expérience transversale qui va évidemment apporter un peu, je dirais, des ingrédients un peu spécifiques par rapport au thème qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, en détail, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on aura 3 thèmes. Chacun des intervenants va s'atteler sur un terme spécifique pour qu'à la fin, qu'on ait une vue globale. Donc, pour commencer, on aura M. Umba, Vincent, qui va parler de qu'est-ce que c'est le leadership transformationnel et dans quelle mesure contribue-t-il au succès d'une institution financière. Deuxième, Madame Traoré nous parlera comment gérer les changements en tant que leader et continuer à inspirer ses équipes dans les circonstances de crise. Ça nous rappelle qu'on a vécu 2020, une année de crise, et malheureusement, cette crise sanitaire n'est pas encore finie. Donc, on aura l'occasion de trouver peut-être des enseignants dans la présentation de Madame Traoré. Et si vous avez des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, les questions seront posées dans la session questions et réponses, et nous reviendrons après les présentations. Enfin, Madame Odette pourra alors nous parler des piliers. Quels sont les piliers des fonctions de leadership? En quoi ces piliers influencent-ils sur la productivité et la satisfaction? Bien sûr, on parlait des aides des employés. Voilà. Pour commencer, je vais donner la parole à Vincent, Monsieur Vincent Umba,
qui va commencer à nous faire sa présentation. Et n'oubliez pas, chers participants, posez vos questions au fur et à mesure qu'il y a des présentations. Posez des questions et mettez-les dans la session questions-réponses pour qu'à la fin, on puisse adresser ces questions aux intervenants. Monsieur Vincent, je vous prie de reprendre la parole et de faire votre présentation. Je rappelle que le timing est de 12 minutes au maximum. Donc, essayez d'être en ligne, de respecter le timing pour qu'on ait une session questions-réponses qui nous permet d'explorer et surtout de répondre aux préoccupations des participants. Monsieur Vincent, vous avez la parole. Allô? Monsieur Vincent, est-ce que vous m'entendez? Oui, allô? Oui, voilà. Donc, vous avez la parole pour votre présentation. Comme je disais tout à l'heure, c'est 12 minutes maximum. Et les questions-réponses viendront après. Essayez de respecter l'heure pour qu'on ait un temps maximum pour les questions-réponses. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si le son est bon maintenant. Oui, il est bon, monsieur. Vous pouvez y aller. Et la vidéo? La vidéo aussi également. Voilà. D'accord, donc bonjour à tous. Je commencerai d'abord par compléter la présentation qui a été faite. Je m'appelle Vincent Oumba. Je suis un professionnel du secteur des assurances depuis bientôt 20 ans. Je suis diplômé de droit, avocat et spécialiste en droit des assurances. Alors aujourd'hui, il est question de développer une thématique que je dirais très large et très actuelle. Qu'est-ce que le leadership transformationnel et dans quelle mesure ça contribue au succès d'une institution de manière générale et de manière plus particulière d'une institution financière. Pour aborder un tel sujet, je crois qu'il serait bon de commencer par définir d'abord les concepts qu'il y a. On commencera par le leadership tout simple. Le leadership, comme tout le monde le sait, qui est un ensemble d'aptitudes à diriger. Donc, c'est en fait tout un ensemble d'éléments qui permettent à une personne de pouvoir être à même de diriger des collaborateurs. Bien évidemment, ce terme-là ou ce leadership en question est caractérisé par une relation d'influence, en fait, qui est orientée vers l'atteinte ou la réalisation d'objectifs communs et surtout par une certaine idée de performance. Bien évidemment, vous devez noter qu'il existe plusieurs sortes de leadership. On ne va pas les évoquer tous ce matin. On va peut-être se limiter à donner deux grandes familles qu'on remarque en termes de leadership. Il y a le transactionnel et il y a le transformationnel. Le transactionnel, sans trop le développer, ça ramène un peu au management opérationnel qui consiste à la direction au quotidien, le pilotage des actions au quotidien, l'évaluation des collaborateurs au quotidien. Par contre, lorsque nous parlons du thème ou de la caractéristique du leadership transformationnel aujourd'hui, c'est une vision beaucoup plus large. Donc, le leader transformationnel, c'est un inspirateur, c'est un motivateur, c'est un leader qui permet aux collaborateurs d'aller au-delà de leurs propres préoccupations, orienter les collaborateurs vers l'idée du bien commun de l'organisation qui les réunit tous et surtout de l'intérêt au-delà de son propre intérêt, mais de l'intérêt d'autrui. Cette mécanique, c'est peut-être très, très simple à présenter de cette manière, mais pour y arriver, c'est un parcours de combattant. Tout à l'heure, le modérateur a vite fait de mentionner l'environnement actuel. Nous avons été frappés, nous sommes toujours sous cette situation de pandémie. Et nous allons développer tout à l'heure, qui a changé beaucoup d'habitudes de vie,
qui a changé beaucoup de cadres de travail à travers le monde. Mais d'autre part, il a également mentionné les attentes de ces jeunes-là, qu'on dira les 16 à 24 ans, qui a beaucoup changé. Si à l'époque, les jeunes restaient beaucoup plus longtemps dans les sociétés, aujourd'hui, on se rend compte que le roulement est très, très élevé. Donc, il y a une grande mobilité des collaborateurs à travers les différentes institutions. Par exemple, pour le cas de la RDC, à travers les différentes banques ou les différentes institutions financières dans l'ensemble. Et même dans ce jeune secteur des assurances qui n'existe que depuis 2 ans et demi, on constate déjà ce mouvement de mobilité des jeunes à travers les différents cabinets de courtage ou des sociétés d'assurance ou les agences d'assurance. Ça nous permet quand même de pouvoir voir quel peut être le rôle de ce leader qu'on a présenté comme étant transformationnel. Quel rôle pourrait-il jouer pour quelque part la stabilité de ces institutions et surtout pour le succès de ces institutions-là? En y réfléchissant, on notera qu'il y a un point très essentiel. Nous constatons que de plus en plus, les collaborateurs ne se sentent plus partie prenante ou plutôt membres des organisations. Il n'y a plus une véritable relation, une certaine affection entre le collaborateur et la société qui l'emploie. Et cela, on constate, il y a cette mondialisation, il y a les réseaux d'information, les réseaux sociaux et les habitudes de vie même qui ont beaucoup changé. Donc, je me dis que le leader transformationnel doit être celui qui doit pouvoir faire rêver, doit être celui qui, à travers ses pratiques, qui, à travers sa vision, doit pouvoir, en fait, inspirer ses collaborateurs. Et ce leader doit être celui qui doit d'abord personnifier même l'image de la société, de telle sorte que, à travers lui, ses collaborateurs vont s'identifier en lui et par voie d'entraînement, vont également s'identifier à l'organisation au sein de laquelle ils travaillent. Donc, c'est ce que nous appelons, ou ce qu'on a appelé en fait l'identification organisationnelle. Cette identification organisationnelle est en fait un concept fondamental que je dirais qui touche le comportement au sein d'une organisation, entre autres de ses impacts sur la satisfaction au travail, de la performance sur les individus et effectivement qui va arriver à jouer un effet en fait sur le taux de roulement au sein de la société. Donc, pour être plus précis, donc, il appartiendra en fait à ce leader-là de voir dans le cadre de la vision qu'il est en train d'inspirer, de pouvoir emmener ses collaborateurs à un niveau où ils comprennent absolument, un instant, voilà, où ils comprennent absolument qu'il y a une utilité pour eux, à pouvoir, en tenant compte de tout ce qu'il y a comme une petite minute. Voilà, petite minute. Voilà, merci. Voilà. Donc, je disais, le leadership transformationnel ou le leader transformationnel, c'est celui qui permet à ses collaborateurs de rêver. C'est celui qui permet à ses collaborateurs de voir ou de croire en un lendemain. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de pandémie avec le développement du travail, du télétravail. Les collaborateurs ne travaillent plus ensemble. Donc, il y a le lien entre les différents collaborateurs est de plus en plus faible. Et avec les sociétés transnationales où la distance qui joue encore un effet, où on sent qu'il y a de moins en moins de liens entre collaborateurs entre eux et plus encore entre les collaborateurs et les organisations. Donc, il appartient au leader d'aujourd'hui, le leader positif, le leader transformationnel, de voir dans cet ensemble de difficultés, qui est quand même un phénomène assez récent, comment peut-il arriver à mettre en place, en fait, une dynamique
qui permettra, malgré la distance qu'il y a entre les collaborateurs du fait du télétravail, malgré la situation qu'il y a de travailler d'un pays à un autre, mais arriver à susciter en eux l'idée, en fait, d'être un membre à part entière d'une organisation. L'idée en eux d'être un membre qui joue un rôle essentiel au sein de l'organisation et d'être un membre qui se sent considéré, un membre qui se sent respecté, un membre qui se sent valorisé. Bien évidemment, ce leader mettra en place une structure ou une politique qui permette aux collaborateurs de se sentir valorisés à travers notamment une politique RH où il y a des récompenses ou des reconnaissances des mérites, où il y a des promotions, où il y a des augmentations, notamment au niveau de la rémunération, le tout permettant à ce collaborateur de sentir que je suis non seulement un membre à part entière, mais surtout que je suis important. Et le tout, parce que ce qui est visé ici, c'est en fait parvenir à ce qu'on appelle cette identification organisationnelle est la clé de tout. Parce que le collaborateur et allô, j'espère qu'on m'écoute. Oui, on vous écoute, il y a un petit souci de connexion. Donc, il y a une fusion entre... Voilà. Donc, il y a une fusion entre le collaborateur et son organisation. À partir de ce moment, ça aura déjà un impact certain sur le taux de roulement. On va parvenir assez facilement à un taux de rétention des collaborateurs et je crois que tous les responsables RH savent que ça génère ou ça engendre des coûts à chaque fois qu'il y a un collaborateur valeureux qui quitte. Il faudra recruter, il faudra former, c'est du temps et c'est de l'argent. Et ce leadership-là permettra déjà cette rétention. Et même le collaborateur qui serait tenté de quitter aura l'impression d'abandonner une partie de lui-même parce qu'en fait, l'organisation fait désormais partie de lui-même. Donc, il s'identifie dans l'organisation. Donc, la clé de tout en termes de réflexion, parce que ce sont des pistes que nous évoquons, et même en lisant beaucoup d'acteurs, on se rend compte que la clé du véritable succès réside dans la capacité du leader positif, de ce leader transformationnel, d'arriver à implémenter ou d'arriver à mettre effectivement sur pied cette identification organisationnelle au sein de la structure qu'il dirige. Bien évidemment, là, le leader transformationnel joue un rôle modérateur entre, d'une part, la culture d'entreprise, donc les valeurs d'équipe et autres, et d'autre part, et l'identification même de l'entreprise. Donc, ce leader-là, il a un rôle majeur et absolument majeur à jouer. On se rend compte qu'il y a de plus en plus, de nos jours, des collaborateurs qui vous diront ne pas se sentir aimé au sein d'une entreprise, ne pas se sentir important au sein d'une entreprise. On voit des taux de retard très élevés, des taux d'absence très élevés et enfin des taux de démission très élevés. La responsabilité doit incomber à ce leader-là, qui à la base doit définir cette vision. Donc, le leader qui doit permettre aux différents collaborateurs qui, en voyant ce leader, ça leur donne une espèce d'espérance, ça leur donne en fait une idée de croire au lendemain. Et nous voyons qu'il y a de la pandémie déjà, ça a conduit à beaucoup de situations, surtout dans les pays du Nord. Il y a eu beaucoup de cas de décès relativement en Afrique. Dieu merci, on touche du bois, mais au-delà de tous ces événements malheureux qui sont arrivés, le leader, c'est celui qui doit faire comprendre que désormais, le travail que vous faites, votre position au sein de l'organisation, ça doit pouvoir vous donner comment je veux dire, une satisfaction, une importance. Donc, il y a quelque part, vous sentez effectivement que vous contribuez à la vie du groupe, vous contribuez à la vie de l'organisation, vous êtes une pièce importante et vous savez jouer le rôle, que ce soit pendant le travail, après le travail, parce que finalement, le télétravail emmène une toute autre forme d'organisation. Donc, je souhaiterais beaucoup plus m'apaisantir sur ce point-là et
pouvoir plus développer, même à travers le jeu de questions-réponses, vu que je dois m'en tenir à ce timing qui m'est imparti, qui est presque atteint, de 12 minutes. Donc, tout tourne autour de la définition que j'ai dit de l'identification organisationnelle, le rôle que doit jouer ce leader-là, ce leader qui a une vision, ce leader qui est un motivateur, ce leader qui est un inspirateur, qui aide en fait à apprendre à apprendre. Voici ce que je peux dire à ce sujet. Merci. OK, merci Monsieur Vincent Oumba pour cet échange très captivant. On a retenu quelques mots-clés dans votre présentation. C'est ce leadership transformationnel avec l'identification organisationnelle. Je pense qu'il est important que chaque employé puisse s'identifier à son entreprise et être plus fier. Et là, bien sûr, comme vous l'avez dit, l'employé reste un peu plus longtemps, il ne quitte pas, il ne va pas ailleurs, il ne change pas d'entreprise parce qu'il s'identifie personnellement à cette entreprise. Vous avez parlé aussi des leadership en termes d'aptitude à diriger, sans oublier cette relation d'influence que les leaders doivent avoir. Et c'était vraiment important aussi de donner cette différence entre un leadership transactionnel et un leadership transformationnel. Je pense que c'est important pour que chaque leader puisse s'identifier par rapport à son style, par rapport à l'objectif qu'il doit atteindre dans son entreprise. Et vraiment, merci pour ces partages. Je rappelle encore aux participants qui peuvent continuer à poser des questions poser des questions et que nous allons revenir sur cette question-là à la fin. Avant de donner la parole à notre deuxième intervenant qui sera Madame Kadi Traoré. Madame, je vous prie encore de respecter les temps. Cette fois-ci, on sera un peu plus regardant sur le temps, mais entre 12 et 15 minutes, on peut encore accepter. Mais avant d'aller, je demanderai à notre équipe qui est derrière, disons, cette organisation, parce qu'on devait avoir un petit sondage, si on peut lancer les sondages pendant que Mme Kadi Traoré se prépare pour faire son intervention. Peut-on lancer les sondages pour que les participants puissent répondre à certaines questions? Et Mme Traoré devait reprendre la main. Voilà, chers participants, vous avez un sondage. On aimerait bien avoir votre avis par rapport à ces petites questions qui peut aussi nous permettre aussi de développer les sujets sous un autre angle. Votre avis compte, évidemment. On vous donne quelques minutes pour répondre à la question. Encore quelques minutes. On leur laisse le temps de finir. J'attendrai qu'ils finissent. Oui, on laisse le temps de finir. Oui, OK, oui. super. OK, on a le temps de finir, comme ça vous préparez avant d'intervenir. Mais j'aimerais bien aussi qu'on nous communique les résultats. Et Mme Kadé pouvait juste donner un petit aperçu, votre aperçu sur les résultats de ce sondage-là avant de commencer votre présentation. OK. Quelques minutes encore, le temps qu'on ait les résultats. Si vous pouvez éventuellement, notre équipe de Debunkers, de nous présenter les résultats du sondage. Je répète encore pour ceux qui ont des questions adressées à M. Vincent Oumba de continuer à poster leurs questions et nous allons revenir pendant la session questions-réponses. Est-ce qu'on a les résultats déjà? Est-ce qu'on peut projeter les résultats avant de donner la parole à Mme Kadi Traoré, qui nous parlera comment gérer les changements en tant que leader et continuer à inspirer ses équipes dans des circonstances de crise. Est-ce qu'il y a un souci technique avec les sondages? Sinon, on donne la parole à Mme Kadi. Ah, OK.
Madame Kadi, bon, on a un petit souci technique. Je me permets de vous donner Ok. déjà la parole pour que vous commenciez la présentation. On pourra éventuellement, si tout est prêt avant la fin de votre présentation, vous pouvez toujours donner un avis sur ces petits sondages. Donc, je vous donne la parole. Vous avez la parole. Avec plaisir, avec plaisir. Merci, monsieur le modérateur. Je vais laisser la caméra fermée pour améliorer la qualité de la ligne. Et je ne pourrais pas répondre sans remercier The Bankers Club pour l'invitation à l'Ouest africaine que je suis. C'est carrément faire preuve d'ouverture. Et pour moi, l'ouverture est le propre des grands leaders. Merci à la présidente et merci à tous les membres. Pour ce qui est de la gestion du changement, je souhaiterais aborder votre question sous deux angles. Le premier, c'est de parler du leader qui excelle en gestion de changement de crise. Et ensuite, on va intégrer la notion de marché financier et la notion de risque. Pour ma part, un leader, il est perpétuellement en gestion de changement. Pourquoi? Parce qu'il conduit une vision. Il conduit la vision, sa vision au départ, il l'établit en fonction d'une situation, en fonction des marchés. Et quand on sait que le marché est dynamique et que nous sommes conscients que nous conduisons des business qui doivent être rentables, qui doivent être profitables, on comprend qu'il y a nécessité de se réajuster. Et donc, en tant que leader, on est perpétuellement en train d'inviter les autres au changement. Nous sommes en train d'inviter les autres à franchir de nouvelles étapes. Alors, ce n'est pas le leader qui excelle dans ce changement, dans cette transformation, pour rebondir un peu sur les termes de l'intervenant qui m'a précédé. Ce sont des atouts qui vont tourner autour de 4 grands axes pour moi. Le premier, c'est la pertinence et la clarté de sa vision. Vous aurez difficilement, vous arriverez difficilement à convaincre sur quelque chose qui n'est pas clair pour vous, sur quelque chose qui n'est pas pertinent, qui ne fait pas sens. Donc, quand vous arrivez à avoir une vision claire, vous êtes beaucoup plus confortable. Et pour moi, le charisme du leader, il commence à partir de là. Le deuxième axe pour moi, c'est qu'un leader qui excelle dans la gestion de changement est un leader authentique, est un leader transparent. C'est important d'être authentique. Quand vous êtes authentique, vous êtes vous-même. Vous êtes cohérent. Vous êtes constant. Et du coup, votre posture, les gens arrivent à vous suivre. Mais si vous trichez avec vous-même, il y a de fortes chances que tantôt vous soyez vert, tantôt vous soyez bleu, tantôt vous soyez orange. Et comme pour votre équipe, vous êtes la boussole, vous perdez tout le monde et vous réduisez les chances d'arriver à la vision que vous souhaitez défendre. Donc, l'authenticité, la transparence du leader sont très importants. En troisième point fort pour moi, un leader qui performe en gestion de changement, c'est un leader qui a la capacité d'associer des équipes dans toute sa démarche et depuis les tout débuts. Co-créer avec les autres, c'est une façon de leur dire qu'ils sont importants. C'est une façon de leur dire qu'ils ne sont pas là pour rien. C'est une façon de leur dire que c'est un travail d'équipe. Et la grosse valeur ajoutée de la co-construction, c'est que vos équipes comprennent de quoi il s'agit. Vos équipes sont impliquées et ça facilite leur adhésion, ça facilite leur action. Le quatrième atout que je vois, moi, pour le leader qui performe en gestion de changement, c'est sa capacité à créer et à entretenir un environnement d'expression et de bien-être. Il y a pas mal d'études qui le prouvent. Un individu qui est bien dans sa tête, un individu qui est bien dans son corps, c'est un individu qui est agile. Vous ne pouvez pas obliger les gens à prendre un certain pli. Si vous obligez, ça veut dire que vous forcez, vous risquez de les casser. Il faut que vous leur donniez l'environnement qui fait que ces gens-là accepteront de danser avec vous. Pour emprunter ce terme-là à l'un de mes coachs, il est question d'être dans une symbiose, il est question d'être dans un certain rythme, de donner, de prendre et d'avancer ensemble. Et donc, c'est très, très important de faire ce qu'il y a à faire pour que l'environnement de travail
soit l'environnement le plus apaisant, le plus inspirant possible. Et pour terminer sur ce premier point, je vais vous partager la définition que je me suis donnée, moi, du leader. C'est cette définition-là qui m'a aidé à réussir de gros challenges. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais clairement, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui arrive à amener ses équipes à donner le meilleur d'eux-mêmes avec enthousiasme. Ça doit venir d'eux. Vous ne pouvez pas le faire à leur place, ce sont eux qui le font. Il faut qu'ils aient envie de le faire. Il faut qu'ils comprennent pourquoi ils font. Et à ce moment-là, vous gagnez. Et à ce moment-là, vous pouvez changer, vous pouvez vous transformer à tout moment sans craindre aucune concurrence. Et donc là, pour moi, c'est à peu près les atouts, on va dire, comment vous dire ça, les qualités humaines pour moi d'un leader, d'accord? Et que vous soyez en situation de crise ou pas, que vous soyez sur un marché financier ou pas, si vous êtes un leader, vous êtes amené à porter ces qualités humaines-là. Maintenant, essayons de complexifier un peu en se disant, on parle d'un leader qui est sur un marché financier et on parle d'une situation de crise. Alors, même quand je rajoute ces deux facteurs, pour ma part, les qualités humaines ne sont à diminuer en rien du tout. Je pense qu'il faut même les renforcer parce qu'il y a besoin davantage de partage, il y a besoin davantage d'écoute, il y a besoin davantage d'ouverture. Et donc, on ne change en rien à ce qu'on vient de dire. Par contre, quand on parle de finances, on parle de risque. On sait tous toute la régulation qu'il y a autour de notre activité de financier. Et donc, pour moi, un leader qui performe en gestion de changement sur le marché financier, c'est un leader qui a un minimum de métier. S'il n'a pas d'équipe pour le faire, il aura la capacité d'exercer son savoir-faire. D'accord? Il est toujours leader, mais pendant un moment, il va redescendre d'un échelon et rentrer et se retrousser les manches. S'il a des équipes qui sont efficaces, il faut qu'il soit capable à minima d'arbitrer les suggestions de solutions qui lui sont faites. Vous imaginez un leader qui ne sait rien du tout du risque bancaire et qui doit prendre un certain nombre de décisions sur la base de ce que les autres lui proposent. S'il se plante, à ce moment-là, on va créer une crise à une autre et on rentre dans un cercle infernal. Donc, cette technicité, pour moi, elle est importante pour un leader qui exerce sur le marché financier. Pareil, quand vous arrivez à la crise, on sort un peu de la vision et il faut que le leader soit capable de se reposer et de se poser la question sur la crise. C'est quoi cette crise? Comment est-ce qu'elle est arrivée? OK. Combien de temps est-ce qu'elle va durer? Quels sont les impacts sur mon business? Est-ce qu'il y a des opportunités? Parce que souvent, il y a des opportunités. On a vu avec la COVID, il y a des secteurs d'activité qui ont réussi à performer. Donc, est-ce qu'il y a des opportunités? Et par rapport à ça, comment est-ce que je réorganise mon fonctionnement? Comment est-ce que je l'optimise pour pouvoir sortir gagnant de cette situation de crise? Et donc, pour moi, cette technicité, elle va rajouter de la crédibilité au leader. Un leader, c'est magnifique que d'avoir des qualités humaines, mais à un certain moment, il faut être capable de convaincre ceux qui vous regardent, d'accord? Donc, ce sont des gens de métier. Vous ne pouvez pas aller forcément dans le détail des détails, vous ne pouvez pas être forcément expert sur tous les sujets, mais vous avez un minimum de compétences qui fait que vous savez ce que vous décidez, qui fait que vous comprenez ce qui vous est proposé et qui fait que vous êtes certain que les décisions que vous prenez ensemble vont vous mener vers la vision que tu es en train de défendre en tant que leader. Et donc, moi, je m'arrêterai là. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps, mais globalement, c'est ce que je voulais partager. Après, si on a du temps, je pourrais vous partager les expériences sur des situations de changement, de transformation carrément dans le marché financier. Mais voilà, cher modérateur, ça sera tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. Madame Traoré, très belle présentation.
Je vois que vous avez quand même insisté sur un facteur vraiment très, très clé pour le secteur financier. Au-delà des compétences humaines qui sont vraiment importantes pour un leader dans notre secteur, mais je pense aussi que vous avez ajouté un élément clé qui est les compétences techniques. Parce que le secteur financier exige quand même un minimum de connaissances, exige quand même un minimum de rigueur par rapport à ses compétences techniques. Et comme vous l'avez dit, un leader a besoin d'être crédible vis-à-vis de ses collaborateurs. Et je pense qu'il faut peut-être, dans notre secteur, s'assurer qu'on a ces compétences techniques et de manière permanente, et surtout que le secteur est en perpétuel changement, dont le leader doit continuer à s'auto-former, à se former pour s'assurer qu'il garde encore ses compétences techniques. Et surtout, par rapport à ce qui se passe maintenant avec la digitalisation, je pense que les leaders dans le secteur financier ou même d'assurance ne peut pas se reposer malheureusement, il doit continuer à travailler et à travailler sur soi-même. Merci encore pour cette belle présentation. Je rappelle encore aux participants que s'ils ont des questions, Madame Traoré est encore avec nous et pourra répondre aux questions, surtout aussi liées à la gestion des crises, comme elle a dit tout à l'heure. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, nous allons le revenir. Alors, avant de passer la parole à Madame Odette Fouta, je vais demander à l'équipe technique, est-ce que les questions, les sondages, les résultats des sondages sont prêts? S'ils sont prêts, si vous pouvez, disons, projeter ces sondages pour que Madame Odette puisse faire un petit commentaire avant que nous passions à sa présentation. Alors, bonjour tout le monde. Alors, les résultats de sondage, je ne sais pas si ils pourront apparaître à l'écran, mais grosso modo, ce qui en est ressorti, c'est que, alors, par rapport à la première question, 50% des personnes ont répondu que la formation en leadership chez eux, c'est moins d'une fois par an. 50%, donc c'est la majorité. 28% ont répondu que c'était occasionnellement, une fois par an en moyenne, et 22% ont dit que c'était fréquemment, à savoir 2 fois par an ou plus. Donc, on constate que c'est une minorité qui a le leadership comme sujet de formation 2 fois par an au moins. Pour la deuxième question, il en est ressorti que on demandait quoi? Oui, alors pour vous, les compétences de leadership, est-ce qu'elles sont aussi importantes que les compétences techniques? 50%, non, 61% ont répondu oui. Plus importantes que les compétences techniques, 39% ont répondu non. Voilà. Intéressant. C'est vraiment intéressant. Peut-être on pourra éventuellement demander à Madame Traoré de revenir sur la deuxième question, dont les participants pensent que les compétences humaines sont plus importantes que les compétences techniques, mais peut-être on viendra tout à l'heure. C'est quand même non, elles sont oui, elles sont très importantes, les qualités humaines. Je pense que c'est ce qui va permettre à un certain moment de faire la différence, parce que c'est ce qui va permettre de porter beaucoup plus loin le staff. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Mais vous savez, un leader qui n'est que humain, à un certain moment, il y a un petit vide sur jusqu'où est-ce qu'il peut accompagner le staff. Vous savez, pour peut-être revenir sur du vécu, le fait de connaître certains métiers, tout de suite vous permet de projeter les collaborateurs que vous avez. D'accord? Rien qu'en les voyant, rien qu'à une réunion, d'accord, vous décelez comment est-ce que vous pouvez porter cette personne-là. Et l'autre volet, on l'a dit tout à l'heure sur le marché financier, c'est très délicat d'être un leader, de quelqu'un qui porte la vision sans avoir un minimum de compétences techniques. Donc, ils n'ont pas tout à fait faux, mais il faut qu'ils soient vigilants que s'ils veulent être un vrai leader à un certain moment, il faut que dans le domaine qu'ils choisiront,
ils aient des compétences techniques de qualité. Merci beaucoup pour cette contribution, mais les débats restent encore ouverts. On va revenir encore tout à l'heure. On doit d'abord passer la main à Madame Odette, qui va nous parler des piliers des fonctions de leadership et en quoi ces piliers influencent-ils sur la productivité et la satisfaction du staff. Madame Odette Fouta, vous avez la parole pour votre présentation. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, brièvement, juste me présenter brièvement, Odette Fouta. Je suis professionnelle des ressources humaines depuis déjà une quinzaine d'années. J'ai complètement fait un virement à 180 degrés, si pas plus, parce qu'à la base, je suis ingénieure agronome. Et après avoir travaillé quelques années dans mon domaine d'études, et ça c'était au Canada, j'ai donc fait un revirement lorsque je suis rentrée ici à Kinshasa. J'ai fait 9 ans de banque, donc oui, j'ai une expérience bancaire, donc système financier. J'ai eu aussi une expérience brassicole et aujourd'hui une expérience en télécom. Tout ceci toujours dans les ressources humaines. Donc voilà ce qui présente un tout petit peu ma personne. Alors, la partie que moi je dois présenter aujourd'hui a pour titre « Quels sont les piliers des fonctions de leadership et en quoi ces piliers influent-ils sur la productivité et la satisfaction ?» Mes collègues ou mes prédécesseurs, que ce soit M. Vincent Omba ou que ce soit Mme Kadi, ont parlé de différents points assez intéressants qui se retrouvent et qui convergent. Et c'est quelque chose que j'ai noté dans le sens où ça converge vraiment dans ce dont moi je voudrais parler. Alors, Mme Kadi parle de l'importance de l'humain et moi j'aimerais commencer en vous parlant effectivement de ce capital humain. Il est clair que nos organisations aujourd'hui, nos sociétés ont un objectif pécunier, il est clair. Oui, nous travaillons, nous avons des entreprises, etc. Bottom line, c'est le profit. Nous cherchons à faire du profit, c'est clair. C'est ce profit qui va nous permettre de développer les entreprises, mais qui va aussi nous permettre de payer nos collaborateurs, etc. Et bottom line, de donner du revenu à nos actionnaires. Donc, à part si vous êtes une ONG, véritablement, nos organisations existent, travaillent pour du profit. Maintenant, la question, c'est quelle est la fondation de nos organisations? Cette organisation, la base de cette organisation, c'est le capital humain, que nous appelions à l'époque ressources humaines. Mais aujourd'hui, on appelle ça capital humain. Ce sont nos équipes, ce sont les hommes et les femmes avec qui nous travaillons. Ce sont eux qui constituent la base, la fondation de notre organisation. Et notre organisation va utiliser nos leaders. Vincent a parlé pour les qualités et les tasks de leader, il a parlé de fédérer, il a parlé d'influence, il a parlé de diriger, il a parlé de guider. Eh bien oui, tout ça, ce sont les qualificatifs qu'un leader doit avoir. Donc, l'organisation va se baser sur nos leaders pour pouvoir permettre de fédérer, influencer, guider qui? Nos équipes, ce capital humain, ces personnes, ces hommes et ces femmes qui constituent la société, qui constituent l'organisation. On parle de changement, on parle de transformation. Une organisation ne se transforme pas toute seule. Elle se transforme parce que les hommes et les femmes qui la composent changent. C'est le changement des hommes et des femmes qui amène les sociétés, les compagnies, les entreprises à changer. Vous pouvez avoir toutes les stratégies que vous voulez, aussi créatives qu'elles soient, aussi riches qu'elles soient, aussi innovatives qu'elles soient. Mais ces stratégies sont mises en action, sont mises en pratique, sont mises comment je peux dire, sont concrètement mises en place par les hommes et les femmes. Alors, c'est à ce niveau-là que l'entreprise va investir sur nos hommes et nos femmes en question pour pouvoir transformer l'entreprise, pour pouvoir transformer l'organisation. Et donc, c'est ainsi que j'ai trois parties. La première partie, je l'ai intitulée « Délivrer les résultats ». La deuxième partie, c'est « Comprendre les employés ». Et la troisième partie,
c'est pouvoir créer et conserver sa marque personnelle. Ce sont les 3 piliers que je développe et que j'intitule ici, qui peuvent influencer sur la production et la satisfaction. Production au niveau de l'entreprise, satisfaction des employés, du personnel, qui va emmener évidemment un engagement. Si on pouvait passer sur la slide suivante. Donc, qu'est-ce que j'entends par, voilà, bon, les 3 piliers, maîtriser les 3 piliers des fonctions de leadership, orientation résultat, délivrer les résultats. Le deuxième point dont j'ai parlé, écoute, comprendre les employés. Et le troisième point, c'est personal branding, créer et conserver sa marque personnelle. Alors, le premier point, si on peut y aller à la prochaine slide, délivrer les résultats des employés. En gros, c'est ce que les gens retiennent comme étant la fonction du leader. Les gens retiennent délivrer les résultats. Quand vous avez un leader qui délivre les résultats, quand vous avez un leader qui arrive à performer, eh bien oui, ça permet, next slide, ça permet à ce que les équipes soient en confiance. Ça permet à ce que les équipes puissent avoir confiance en nos compétences. C'est rassurant, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas tout. C'est bien d'avoir la compétence technique, c'est la base, c'est le fondement, ça rassure, mais ce n'est pas tout. La fonction du leader va au-delà de ça. Et on peut le voir à la prochaine slide. La fonction du leader va demander que nous puissions comprendre les gens, comprendre les employés. Qu'est-ce que j'entends par là? Ici, ça fait vraiment appel à cette notion qu'on entend aujourd'hui et qu'on trouve que c'est un concept relativement beau, plus ou moins creux, mais je pense que chacun de nous l'a entendu ici ou dans sa vie, dans son parcours, l'intelligence émotionnelle. C'est un mot très beau, mais dans le fond, comment on le définit? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça nous sert? Ce que les anglophones appellent QE, quotient émotionnel en fait, par opposition à QI, quotient intellectuel. L'intelligence émotionnelle aujourd'hui, c'est vraiment ce que je peux dire qui est la compétence du leader de demain. Je dirais même du leader d'aujourd'hui. Le leader d'aujourd'hui va avoir besoin de cette compétence. Tu ne peux pas comprendre les gens et les employés si tu n'as pas développé en toi cette intelligence émotionnelle. C'est une des 10 compétences les plus importantes aujourd'hui ou demain. Selon le Forum économique mondial, The Future of the Jobs Report, sorti en 2018, on dit que la compétence de intelligence émotionnelle est le futur et c'est une des 10 compétences les plus importantes. Les émotions sont très liées à la réflexion et à la prise de décision. Très liées, elles influencent nos comportements. En tant que leader, nous devons développer cette compétence. Il s'agit là, en fait, de tout ce qui est compétence interpersonnelle. OK? Donc, moi, je vais devoir avoir besoin de développer mon empathie pour pouvoir comprendre les gens, écouter les gens. Ça veut dire quoi, comprendre, écouter? Pas les sujets qui m'intéressent, mais ce qui intéresse mon équipe, ce qui intéresse la personne à qui je m'adresse. Au-delà du fait que je travaille avec lui, que je demande des résultats, que je suis très exigeante sur l'apport financier, d'accord, mais au-delà de ça, le leader, il va aller chercher à écouter. Ça va rendre la vie plus facile au sein de l'équipe, aller à comprendre ce que vit l'employé. On parle aujourd'hui de cette pandémie dans laquelle nous sommes. Cette pandémie a été dramatique pour plusieurs personnes. Les gens ont vécu des choses dramatiques dans leur entourage, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau des membres de famille, père, mère, oncle, tante. Il y a des gens qui ont perdu des gens. Il faut avoir développé une certaine empathie pour pouvoir se mettre à la place de ces personnes-là et comprendre ce qu'ils ont vécu. Ça va vraiment rendre la vie plus facile. Quand quelqu'un de ton équipe se rend compte que tu lui poses des questions qui vont au-delà de ta responsabilité professionnelle, eh bien, il se sent important. Monsieur Vincent en a parlé tout à l'heure. Il se sent important. Il se sent, il ne se voit plus comme un numéro lambda. Il se voit comme une personne X à qui on pose des questions réfléchies. Et on écoute avec des intentions positives. Qu'est-ce que j'appelle par
intentions positives, je veux dire des intentions bonnes. Donc, si quelqu'un me dit qu'il a tel problème dans sa vie privée, bien sûr, je ne suis pas censée rentrer dans sa vie privée, mais s'il a besoin d'aide, à moi de pouvoir écouter qu'il recherche de l'aide, et si cette aide existe au sein de l'organisation, au sein de nos partenaires, pourquoi ne pas lui apporter cette aide? C'est là où le membre de l'équipe va vraiment se sentir rassuré encore plus et il va se sentir important, il va se sentir unique, pris à part. Mais disons-le comme ceci. Et ainsi, quand on développe ça, on arrive déjà à créer ce lien de confiance entre les membres de l'équipe. Et alors, je vais maintenant vers la troisième qualité ou pilier, le troisième pilier, c'est de pouvoir créer et conserver sa marque personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire conserver, créer sa marque personnelle? Dans le passé, on était conscient que pour pouvoir réussir, il faut se concentrer sur la performance financière, contrôle de qualité aujourd'hui, etc. Oui, mais maintenant, on parle de transformation. On a entendu tout à l'heure, leadership transformationnel, évolution. On tend maintenant vers une intelligence collective, créativité, innovation. Et c'est ça qui va nous permettre d'assurer une certaine pérennité. En tant que leader, je suis consciente du fait qu'en tant que leader, j'influence sur mon environnement. Maintenant, je veux l'influencer comment? Positivement ou négativement? Là est toute la question. J'influence mon environnement, je cherche à l'influencer positivement. Pour pouvoir l'influencer positivement, je développe une certaine marque personnelle. Cette marque personnelle, il ne faut pas la confondre avec le showing off. On ne parle pas du show-off ici. On parle vraiment de développer quelque chose de positif en toi. Ça veut dire que tu veux savoir comment tu veux être vu. Comment tu veux être vu par tes équipes? Comment tu veux être vu par autrui? Comment tu veux que ton entourage te perçoive? C'est d'abord ça que tu dois vraiment fixer. Pour y arriver, tu dois donc considérer cette image que tu veux projeter. Qu'est-ce que tu veux projeter comme image? Une fois que tu as trouvé cette image, tu fais tout pour travailler, pour que tu alignes cette image à la réalité. Et c'est dans ce sens que tu influences tes équipes parce que tes équipes te regardent. Vincent a parlé de rêve, poursuivre un rêve. Vincent a parlé d'avoir un modèle et que tu regardes et tu poursuis. Eh bien, c'est ici à quoi sert cette marque personnelle en fait. La marque personnelle va permettre, exactement comme quand tu décides d'avoir une chaussure Nike, j'aime bien prendre cet exemple, il y a des gens qui sont passionnés par une chaussure Nike ou bien une chaussure Adidas, mais il y a quelque chose qui les attire. Les arguments qu'ils ont pour défendre le pourquoi est-ce qu'ils s'attachent à la marque Nike, ça va être une certaine durabilité, ça va être une certaine agilité, légèreté, bref, beaucoup de choses qui font en sorte qu'ils vont aller chercher cette marque chaque fois qu'ils veulent une paire de chaussures de sport. De la même façon, nous, on va développer en nous ce personal branding de manière à ce que les personnes autour de nous, les équipes qui regardent à leur leader, qui regardent quelque chose qui leur permet de rêver, qui leur permet de courir, qui leur permet d'atteindre leurs objectifs. Maintenant, l'objectif peut être atteint ou pas, mais au moins, le fait que tu cours vers ça, tu as un sentiment d'accomplissement, tu poursuis un rêve, tu poursuis un objectif. Et c'est là où, en fin de compte, quand vous avez fait ces trois aspects-là, je parle bien sûr du développement des aspects techniques et du fait que vous faites du revenu, vous êtes rentable, d'accord, mais ensuite vous avez tout fait pour pouvoir écouter et être capable d'entendre, de comprendre les employés. Vous avez développé cette confiance-là. Ensuite, vous avez développé et conservé votre marque personnelle. Eh bien, ces trois piliers-là font en sorte que vous amenez les gens à une vraie motivation. Qu'est-ce que j'entends par vrai? J'aime bien insister sur le vrai. C'est parce que je ne parle pas de motivation pécuniaire. Je ne parle pas de motivation statut social. Vous êtes d'accord avec moi que dans le commun du mortel, le mot aujourd'hui motivation fait penser à ces mots-là. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici.
Ici, je parle de cette passion de travailler que vous allez aller susciter chez quelqu'un. Vous allez susciter cette passion de travailler, cette passion de poursuivre un rêve, cette passion de poursuivre un but. Et l'un des exemples de leaders que j'aime toujours donner, c'est Martin Luther King, qui faisait en sorte que les gens rêvaient quand il parlait, les gens pouvaient visualiser un rêve vers lequel ils vont courir, ils vont marcher, ils vont se battre pour atteindre ce rêve. Voilà un petit peu ce que j'avais à partager. Madame Odette, non, je sentais vraiment de l'enthousiasme dans ce que vous êtes en train de présenter, mais n'oubliez pas les timings. Oui, je suis en train de terminer. C'est fini. C'est vraiment ce que je voulais dire. Merci, je sens qu'il y a de la passion dans ce que vous êtes en train de dire par rapport à l'écoute pour un leadership, l'écoute qui est important, comprendre les autres. Il est vrai que de temps en temps, on ne comprend pas, mais on attend, on pousse les gens à dire ce que nous souhaitons attendre, mais écouter, disons, avoir cette compétence émotionnelle, c'est quand même aussi important. Et surtout, que vous revenez aussi sur l'authenticité en disant qu'il faut avoir une propre marque, créer sa propre marque de leader. Madame Traoré l'avait dit aussi, mais d'une autre façon, où les leaders devaient être authentiques pour qu'ils ne perdent pas sa marque. Mais il est important qu'un leader soit aussi reconnu, comme vous l'avez dit, même si comme vous venez de le dire, avec les Nike, dans la durabilité, dans l'agilité. Tout ça, c'est quand même important pour un leader. Merci encore pour cette présentation avec beaucoup d'émotions, mais rêvons, comme vous l'avez dit, il faut que nous rêvons. Nous devons rêver pour aboutir à un résultat meilleur. On va passer maintenant aux questions-réponses. Il y a plusieurs questions qui seront arrivées et les questions vont s'adresser à tout le monde. Donc, Madame Traoré, Madame Fouta et Monsieur Vincent, donc n'hésitez pas à répondre aux questions. Il est vrai que certaines questions sont adressées de manière particulière à un intervenant, mais vous êtes libre aussi de répondre. Je vais commencer avec la première. Avant même de poser la question, j'aimerais bien quand même avoir votre avis. En vous entendre parler, en passant par M. Vincent, en passant par Mme Traoré et fini par Mme Fouta, finalement, on a l'impression qu'un leader, ça doit être un super homme, ça doit être une super femme. Mais vous vous rendez compte de toutes les compétences que vous avez soulignées aujourd'hui et tout ça, c'est pour une seule personne. Est-ce que vous pensez que c'est facile d'être un leader ou bien c'est un job ou une fonction surhumaine ou sur femme, je vais le dire. J'aimerais d'abord avoir votre avis sur ça parce que vous avez parlé des compétences humaines, vous avez passé des compétences techniques. Il doit être aussi compétent au niveau des compétences émotionnelles, de l'intelligence émotionnelle. Il doit être transformationnel. Donc, il y a plein de choses que les leaders doivent faire. Il doit écouter les gens, il doit faire de l'empathie. Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas surhumain pour un leader? La question Madame Traoré, Monsieur Omba, oui. Alors, est-ce que c'est surhumain? Non. Non, mais ça se travaille. Ça se travaille, c'est un processus. Ouais. Vraiment, je pense que c'est un processus. Il faut le suivre, il faut le faire. Il y a tellement de choses qui ont été dites là par Odette, par Vincent. Et la seule façon de se les approprier, c'est de les vivre. Et donc, non, c'est vraiment pas surhumain. Voilà, il faut rentrer dans le processus, il faut avoir la volonté de le faire. Même de ma petite expérience, les meilleurs leaders que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ce sont les personnes les plus humaines que je n'ai jamais vues. La différence s'est faite là. Les excellents techniciens, les excellents hommes métiers qui n'ont pas l'empathie dont parlait Odette tout à l'heure, qui n'ont pas l'écoute dont parlait Odette, ce sont des gens qui n'arrivent pas à mobiliser autour de lui. Exact. Merci. Est-ce qu'il y a un autre? Oui. Allez-y, s'il vous plaît. Les autres intervenants, si vous voulez ajouter quelque chose, sinon nous passons à la première question, à l'autre question.
Oui, je voulais compléter Kadi, je suis à 100% en accord avec elle. C'est en fait un objectif à atteindre aujourd'hui et c'est un objectif inévitable au fur et à mesure que les années passent. Il faut s'ajouter cet objectif-là parce que c'est vraiment là où on se différencie. Vous avez vu, Vincent a mentionné le turnover ou comment il a dit ça, le taux de roulement. Effectivement, vous allez voir aujourd'hui que les gens, l'une des causes pour lesquelles les gens partent, le taux de roulement et les motifs de départ, sont souvent de plus en plus liés à cela. Alors, si vous voulez faire une différenciation et avoir des employés engagés, je parle d'employés qui sont vraiment motivés à rester et aller avec vous dans cet objectif-là, vous devez vous-même vous transformer. Je crois que c'est un processus et c'est un objectif à atteindre. OK, merci. Merci beaucoup, Madame Fouta. Monsieur Vincent, est-ce que vous êtes là? Oui. Oui, je suis là. En fait, je vais renchérir en disant que c'est pas un surhumain. C'est un homme ordinaire. C'est un peu comme lorsqu'on se rend dans la salle de gym pour travailler un peu ses muscles. On ne va pas s'asseoir sur ses acquis. Donc, on continuera toujours à y aller. Donc, c'est le leader transformationnel, c'est celui qui apprend à apprendre. Donc, il développe en fait un état d'esprit d'un coach pour réussir. Donc, c'est vraiment un homme humain, foncièrement humain, très humain, mais qui est appelé à se surpasser en fait. OK, excellent. Voilà. Une autre question, M. Oumba. Quelles sont les limites du leadership transformationnel? Ce type de leadership est-il efficace dans les institutions financières? Comment aider un employé à s'identifier à son entreprise? Voilà un peu quelques questions qu'on a reçues. Est-ce que vous voulez que je répète ou vous avez une idée? Non, je dirais en fait, je ne vais pas aborder tellement en termes de limites de ce leadership, parce que justement, si on se fixe une limite, c'est que quelque part, on ne sait plus susciter ce rêve-là. Le rôle d'ailleurs essentiel même de ce leader-là est de transcender les limites, si je peux dire. Par contre, on pourrait parler d'inconvénients. Là, oui. Parce qu'à force de beaucoup compter sur un individu, il finit par développer l'orgueil, il centralise le pouvoir, il n'écoute personne, parce qu'il sait en fait qu'il est incontournable dans l'organisation. Il peut utiliser ses privilèges, non pas pour le bien de l'organisation, mais pour peut-être renforcer son égoïsme. Il appartiendra, pour ce type d'inconvénient, à ce leader-là de s'adapter à cette situation nouvelle pour voir justement comment emmener son collaborateur à cette identification organisationnelle dont je parlais, donc à comprendre qu'il doit aller au-delà de ses intérêts, mais plutôt tenir compte des intérêts d'autrui et de l'organisation. Donc, en fait, c'est un travail, je ne dirais pas récurrent, mais c'est un travail permanent que le leader doit faire. Donc, il n'y a pas une situation statique où tout s'arrête. Face à une telle difficulté que j'appellerais inconvénient et pas limite, il est demandé au leader de savoir s'adapter pour aller au-delà. Maintenant, pour dire si cela peut s'appliquer dans une institution financière publique, mais bien évidemment, aujourd'hui, nous constatons que même les institutions publiques commencent à adopter une gestion qui est du type privé. Donc, la même réalité pour les performances, pour aller de l'avant, la même réalité d'une société privée sera appliquée à l'entreprise publique, donc, ou à l'institution financière publique. Je ne sais pas si j'ai manqué une question, mais c'est ce que j'ai retenu. OK, merci, M. Vincent. Je vais revenir vers Mme Traoré. Madame, la question qui est revenue pour vous, c'était est-ce qu'un leader peut être amené à imposer sa vision en cas de résistance? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la vision et de la clarté d'une vision et doit être pertinente. Maintenant, lorsqu'elle est tellement claire, il y a de la clarté, elle est pertinente, peut-on l'imposer en cas de résistance? Est-ce que un ajout, est-ce qu'il y a moyen de donner des cas, d'illustrer votre réponse par des cas réels ou bien par votre vécu?
je réfléchis et honnêtement, un leader, un leader comme je l'entends, comme je le vois, rencontre rarement des réticences. Pourquoi? Parce que là, nous avons commencé l'exercice à partir d'une vision. Mais même cette vision, elle a été alimentée par un certain nombre de choses. Et quand je parlais de co-création, même pour établir la vision, on n'est pas seul. On est entouré. C'est vrai que nous levons la tête parce que nous sommes le meneur de jeu, mais nous avons besoin des autres. Et c'est justement cette capacité-là à embarquer les gens assez tôt qui va faire que les adhésions seront de qualité. Honnêtement, pour revenir sur du vécu, on a traversé des crises, une notamment qui concernait Société Générale dans un pays que je ne vais pas citer. Et c'était l'une des premières crises sociale que la banque, elle vivait. Elle n'avait jamais connu ça. C'était la plus grosse banque du pays. Et pour autant, donc, on sortait là d'une crise sociale avec des grèves comme jamais vécues par la boîte. Et nous sommes arrivés en disant aux gens, OK, nous sommes d'accord que les choses ne vont pas bien, mais voilà ce que nous vous proposons. Et nous nous sommes proposés à entrer en atelier avec eux pour dire, OK, ça, c'est ce que nous avons vu de notre côté. Mais mettons-nous ensemble et revisitons la vision que nous avons. Bien entendu, nous étions déjà prêts, nous savions où nous partions. Mais le fait de leur dire qu'est-ce que vous en pensez, ça a changé beaucoup de choses. Et je peux vous dire que le programme qu'on a conduit dans le cadre de cette crise, c'est un programme qui a permis à la boîte de reprendre sa place de première banque de la place. C'est un programme qui a permis d'avoir une énergie, mais tellement folle dans cette banque qui pourtant était en grève avec des brassards et tout ça. Et ça a été possible parce que on s'est vraiment mis dans une position de partage, dans une position d'écoute, dans une position d'accompagnement, dans une position de générosité en tant que leader et en tant que chef d'équipe. Et donc, les résistances, si vous êtes un bon leader, vous en affronterez très peu. C'est vraiment la réponse que je peux faire à la personne qui a posé la question. Je ne sais pas si les autres veulent compléter, mais j'ai vu très peu de résistance quand le leader sait ce qu'il fait, où il va et comment il le fait. OK, merci, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Madame Traoré, c'était très, très clair. Je voulais peut-être revenir avec Madame Fouta par rapport à l'intelligence émotionnelle, de l'empathie. Comment faire une question par rapport aux leaders toujours, par rapport aux questions les questions disciplinaires. Comme vous l'avez dit, il faut écouter, il faut comprendre. Est-ce qu'un leader doit prendre des actions disciplinaires tout en sachant qu'il doit utiliser son intelligence émotionnelle et avoir de l'empathie avec ses employés? Comment gérer cette question? Oui, alors moi je dissocie les deux. Les actions disciplinaires sont nécessaires parce que c'est pour la correction, ok? J'aime bien prendre le cas d'un enfant. Vos enfants, la plupart d'entre nous sont père ou mère de famille, ou en tout cas vous avez des neveux au moins autour de vous. Vous avez un enfant qui fait une faute, vous l'aimez beaucoup, c'est votre enfant, c'est votre neveu, c'est votre nièce, il n'y a pas de problème, mais vous allez lui faire une petite remontrance pour le corriger. La première fois, la deuxième fois, vous lui répétez au fur et à mesure. Et après, vous augmentez un tout petit peu. Après, c'est une punition dans le coin, va te mettre à genoux, etc., etc. C'est une correction, c'est une punition corrective. Donc, l'action disciplinaire, selon moi, elle n'est pas à éliminer parce qu'on a de l'empathie. C'est deux choses différentes. L'empathie et l'action disciplinaire, ils peuvent très bien aller ensemble. Il n'y a pas de souci parce que l'objectif de l'action disciplinaire est de corriger quelque chose. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, je pense que c'est très, très clair. Hein. Je pense que, je ne sais pas si M. Oumba ou Mme Traoré peuvent aussi ajouter un élément sur ça. On est presque à la fin de notre session d'aujourd'hui.
Je laisse aussi commenter et donner. Est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui, jusque pour nos participants d'aujourd'hui? Quel est le message le plus important que vous souhaitez passer? Alors, moi, je leur souhaite je leur souhaite de se fixer, comme Odette le disait, de se le fixer comme objectif, de rentrer dans le processus, mais et d'être généreux. D'être généreux, et quand on est généreux, on reçoit beaucoup, et d'apprendre. Moi, après 22 ans de banque, je suis encore en train de me former avec HEC. Il faut être un bon technicien, il faut être calé, c'est important. Voilà les petits messages Madame que je Kadi, pourrais donner. ah oui, comme c'est la fête, est-ce que vous pouvez juste Oui. activer votre vidéo? Vous tous, vous pouvez juste activer vos vidéos, comme c'est la fin, on prendra un peu une petite photo. Aujourd'hui, je vois qu'il n'y a pas de fleuve derrière vous, Madame Kadi. Non, non, j'ai fait simple. Odette, est-ce qu'il y a... Odette, Madame Fouta, il y a Oui. moyen d'activer votre vidéo et Monsieur Umba aussi également. Ok, elle est Oui, c'est déjà activée. fait. Ouais, Ah oui, je ne vous vais vois le pas, refaire. Monsieur Umba. Ok. Oui, pourtant, je suis là. Je Moi, l'ai je ok. le vois. Ok. Voilà, c'était... Bon, Monsieur Umba aussi, votre mot de la fin. On est presque à la fin. Avant que je donne la parole à Madame Félicité pour conclure, est-ce que vous avez un message à passer à nos participants aujourd'hui? Oui, voilà, en fait, ce serait quelque part de chacun d'entre nous doit pouvoir déjà se connaître lui-même d'abord, comme disaient les philosophes de l'époque grecque. Chacun peut déjà, au regard de ce qui a été développé aujourd'hui, savoir se situer. Quel type de leader pense-t-il être? Parce qu'il y a toute une série ou énormément de types de leaders. Quel type de leader pense-t-il être? Parce qu'il y a, pour devenir un leader transformationnel, ça s'apprend. C'est ce qu'on essaie de dire, apprendre à apprendre. Ça s'apprend. Donc, il faut faire énormément de travail sur soi-même. Et on vit actuellement dans une société où il y a beaucoup de bouleversements, où il y a beaucoup de changements. Et cette race rare de personnes est vraiment et vivement attendue en cette période de crise. Mais sinon, nous restons disponibles en tout temps pour répondre aux différentes questions. Merci. Bien sûr, merci encore, Monsieur Umba. Madame Fouta? Non, moi je suis très... Brièvement. oui, je suis très d'accord avec mes collègues, comment je peux dire, mes partenaires de conférence. Et franchement, je pense que c'est un défi, mais qu'on peut relever. OK. Donc, jusqu'avant de donner à Madame Félicité, en fait, un leader, finalement, comme vous l'avez dit tous, vous êtes tous d'accord, ce n'est pas un super homme ou une super femme. Tout le monde peut devenir leader, mais il faut apprendre, continuer à apprendre. C'est ça le plus important. Et chacun de nous, a quelque part, a les grains d'un leader. Donc, c'est juste que l'apprentissage. Ce n'est pas vraiment l'inné parce qu'il y a quelqu'un qui a posé des questions que je n'ai pas pu vous poser également, tout en disant que il y a une prédisposition à être leader. Mais si je vous écoute tous, c'est-à-dire qu'il faut continuer à apprendre. Et si on apprend, on se connaît soi-même, et puis on apprend, on peut encore s'améliorer et être un leader efficace. Madame Félicité, il nous reste encore 3 minutes. Je vous donne la parole pour conclure et nous donner la suite par rapport au club des bankers. Quelles seront les activités prochaines? Vous avez la parole. Merci, Kanyonga. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Allez-y. Vous pouvez activer Ok. votre vidéo aussi? Oui, je pense que je l'ai activé. OK. Pour conclure, les qualités essentielles que doit avoir un bon leader, je pense, doivent passer par les 3 S que nous connaissons tous, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et nous pouvons résumer les intentions en ces quelques mots. Être un bon leader, en fait, c'est fédérer, je pense, fédérer pour une vision claire et avoir des objectifs communs. C'est également connaître et maîtriser son domaine d'activité, être engagé, être passionné par ce que l'on fait, parce que quand on n'est pas passionné, on ne produit pas.
avoir un minimum de compétences, ça a été dit, hein, techniques et humaines. Et Madame Fouta a précisé l'intelligence émotionnelle qui est primordiale aujourd'hui. C'est un sujet que j'espère pouvoir développer à travers le The Bankers Club dans l'année prochaine. C'est avoir la capacité de prendre des initiatives, encourager, accompagner les collaborateurs, le changement dans un environnement, comme on l'a dit, en perpétuelle évolution. C'est d'influencer, de motiver en montrant un bon exemple, bien sûr, avoir de bonnes compétences en matière d'écoute. Je pense que les deux intervenants en ont parlé, en matière d'écoute et en toute transparence, bien sûr, faire confiance et obtenir la confiance de ses pairs et puis de ses collaborateurs, ce qui est très important. Respecter ses engagements, c'est un prérequis, hein, bien sûr, en tant que leader. Savoir gérer les crises et sortir gagnant de cette situation, ce qui est souvent difficile. Comprendre et soutenir ses collaborateurs, pardon, et savoir faire preuve de reconnaissance. Je pense que Vincent en a parlé. Faire preuve de reconnaissance quand il le faut, personnifier la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise dans lesquelles on travaille, délivrer des résultats, bien sûr, parce que c'est ce qui est attendu, ce qui permet en fait de développer la confiance des équipes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Un des intervenants a parlé de la pérennité, donc assurer une pérennité en influençant positivement, bien sûr, autour de soi. Je pourrais préciser à ce niveau-là, projeter une image, créer sa marque, ça a été dit, être un modèle et se différencier. L'importance du leadership dans une organisation, en fait, permet de valoriser et de motiver les membres, les équipes, ce qui contribue, bien sûr, à booster la performance de l'entreprise, à booster également les équipes et à développer le potentiel, en gros, développer le potentiel des collaborateurs. Pour revenir un peu sur les intervenants, j'ai pris note de... je retiens qu'en fait, nous avons plusieurs types de leadership. On a parlé de le leadership transactionnel, le leadership transformationnel. En écoutant un peu les uns et les autres, on peut être participatif quand on accompagne les collaborateurs. On peut être démocratique quand on partage une vue d'ensemble. On peut être consultatif parce qu'on ne sait pas tout, même en tant que leader. On consulte ses collaborateurs et ses pairs. Voilà, donc à mon avis, je pense avoir résumé un peu tout ce qui a été dit. Chaque personne peut en fait opter, en tant que leader, peut opter pour l'un ou l'autre en suivant l'environnement, le capital humain qu'il a, le secteur d'activité dans lequel il évolue, ou alors, bien sûr, dans l'intérêt de l'entreprise. Je voudrais profiter de la minute qui me reste pour remercier au nom du club les intervenants de très haut niveau. Je suis très agréablement surprise, de très haut niveau, de très grande qualité. Remercier également le modérateur qui a su les challenger et l'intérêt des participants au vu du nombre de questions tout aussi pertinentes les unes que les autres. Malheureusement, on ne peut pas en très peu une heure et demie mettre sur la table toutes les questions qui ont été posées, mais nous allons nous atteler à les recueillir et à répondre sur le site du club. Alors, nos prochaines rencontres, pour ceux qui ne le savent pas encore, le 11 décembre, nous aurons une conférence sur l'évolution du mobile money, ce qu'on appelle communément paiement mobile ou électronique en RDC, un nouveau acteur sur le marché financier. Est-ce que c'est un concurrent ou un partenaire pour le secteur bancaire? Ça sera une conférence en présentiel au Salon Congo de l'hôtel Pullman. Le 18 décembre, nous aurons en virtuel une conférence sur l'évolution de la fonction conformité dans le secteur financier et le secteur des assurances en RDC. Et ça sera en mode virtuel si je ne l'ai pas encore dit. Donc, merci Kanyonga de m'avoir donné la parole pour clôturer cette conférence qui a été très enrichissante pour moi et pour tout le monde, j'espère. Merci.
Vous m'entendez? Kéké, ton micro. Ok, ouais. Ah oui, désolé. Je disais aux participants, on a envoyé un petit questionnaire sur les webinaires d'aujourd'hui. On a besoin de leur avis pour pouvoir améliorer l'organisation, l'outil pour les prochaines conférences. Je vous remercie encore une fois. Merci pour votre temps. Je sais que c'était un samedi, vous êtes fort occupés, mais les sujets d'aujourd'hui, ça valait la peine. Je pense que chacun de nous a pu s'enrichir des sujets développés. Je peux que vous remercier et à très, très bientôt. Merci, Madame Singa, pour l'organisation. Merci à toute l'équipe Merci. technique Merci. qui nous ont aidés à cette belle organisation. Merci encore et bon week-end à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bye. Bye.